Le chaos, l'incompréhension, le tremblement de terre australien à l'autre bout du monde, Novak Djokovic a été refusé, on peut le dire comme ça, son visa a été annulé et a été sommé de rentrer chez lui avant qu'il fasse appel. On va parler de tous les faits, de toutes les étapes, de tout ce qui s'est passé. On va aussi parler tennis tout d'abord avec les débriefs, le débrief des poules de la ATP Cup, du tennis, du vrai, comme on aime, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, voilà, vous avez passé une bonne année et tout. On se retrouve avec 2022 qui commence déjà très fort, très riche en émotions. On va commencer avec le tennis, on va commencer avec ce qu'on aime. Les débriefs des poules, poule A, poule D, poule A, l'Espagne qui s'impose évidemment avec le retrait de Novak Djokovic. J'avais dit que la Serbie allait se qualifier, mais bon, j'avais prévu que Djokovic soit là, donc évidemment la Serbie devenait de coup beaucoup moins forte. Donc l'Espagne avec Carreño Busta et Bautista Agut, très solide, une équipe très solide, très dure à battre. La poule D, j'avais dit la Pologne, je suis très content parce que la Pologne s'est imposée devant l'Argentine, emmenée par Schwartzman qui a battu Tsitsipas. Alors est-ce que la Pologne a bénéficié du retrait de Tsitsipas du coup pour se qualifier, puisque Hurkacz a joué contre Thanos et pas contre Tsitsipas, donc forcément c'est un petit avantage. Je suis pas sûr, parce que je pense quand même que Hurkacz aura peut-être pu battre Tsitsipas, vu le Tsitsipas contre Schwartzman qui a plutôt bien joué sur un 7,5 mais qui a craqué après physiquement. Contre Hurkacz, ça aurait été pour moi, je pense, pareil. Et la Géorgie d'ailleurs aussi, grand moment de joie qui a remporté son premier point, le double 16-14, le double décisif contre la Grèce. Ça a été un très beau moment, même s'ils ont tout perdu. Voilà, ils ont remporté au moins un match et bravo à eux, c'est une très belle récompense pour eux. Pour la poule B, la poule C, les poules les plus dures, les plus rudes, les plus serrées, et en tout cas un peu de stabilité dans ce monde fait du bien puisque la France a terminé dernière. Voilà, bravo à l'équipe de France. Bon, trêve de plaisanterie, bravo à Hugo Humbert pour son match somptueux face à Daniil Medvedev, mais qui derrière lui a coupé un petit peu les pattes contre Berrettini et surtout contre De Minaur à la fin de match. On voit, il est mort, il est cramé, il est fini. De Minaur derrière la balle de match, incroyable. De Minaur, franchement, j'adore ce joueur-là, un joueur qui lâche rien. Il est incroyable. Alors le double décisif, au moment où je tourne la vidéo, se joue entre la France et l'Australie, mais il ne changera rien. C'est la Russie qui passe, la Russie surprise. Alors moi, j'ai dit dans ma dernière vidéo que je la voyais gagner, mais bon, Rublev, Karatsev et Donskoy qui sont covidés, ça j'ai pas trop prévu. Safiolin, franchement, il m'a surpris contre Hinderknecht, très belle force mentale. Contre De Course aussi, très belle force mentale. Contre Sinner, il est pas loin de prendre le premier set et on ne sait pas derrière ce qui peut se passer. Il m'a vraiment surpris, surtout en double. Il a été vraiment très bon en double et c'est ce qu'a dit Medvedev. Je suis fan de Safiolin, je suis fan de mon coéquipier. Et franchement, moi aussi, il m'a vraiment surpris agréablement. Safiolin qui est peut-être pour moi le joueur surprise pour l'instant de ce début à ATP Cup. Il va passer par les qualifs à l'Open d'Australie, tout comme Karatsev l'année dernière. Bon, il ira pas en demi-finale, enfin, peut-être, mais admettons, on ne sait jamais. La surprise peut être absolument grande et la Russie a quand même un vivier de joueurs absolument dingue avec Medvedev évidemment. Medvedev d'ailleurs qui a eu du mal contre Humbert, bon il sortait du 31 janvier, du 31 décembre pardon, donc on sait pas trop ce qu'il a fait. Contre Berrettini qui a été très bon au deuxième set. Premier set, on s'est dit, bon, c'est bon, Medvedev va l'écraser. Et Berrettini a bien changé sa tactique. Là, Medvedev est resté un petit peu, je trouve, un petit peu mou, un petit peu apathique. Il n'a pas trop voulu changer. Bon, ça lui a réussi au final sur la fin de match. Contre De Minaur, très solide. De Minaur n'a pas les armes pour battre Daniil Medvedev. Mais au moins, c'est bien qu'il ait perdu un match. Ça va le mettre un petit peu en ordre de marche. Comme Zverev, justement, qui a perdu face à Félix Auger-Aliassime ce match-là. Ça n'a rien changé pour l'Allemagne qui avait déjà tout perdu quasiment contre la Grande-Bretagne. Et avec les de la Grande-Bretagne contre justement les États-Unis, l'Allemagne était forcément éliminée. Le Canada devait battre l'Allemagne pour se qualifier. Ce qui s'est passé avec une très belle victoire de Félix Auger-Aliassime. Je suis très content parce que Félix, rappelez-vous en 2019, tout le monde parlait de lui comme le futur numéro 1. Après, c'est devenu un joueur surcoté d'un coup du jour au lendemain. Et là, maintenant, on n'en parle plus trop. Et franchement, je dis bravo à Félix Auger-Aliassime qui revient dans le top 10. Quand même, top 10, Félix Auger-Aliassime. Je lui dis bravo et j'espère vraiment pour lui une très belle saison 2022. Le tennis canadien, j'espère qu'il va aussi continuer à progresser avec Shapovalov, qui va devoir être beaucoup plus régulier. Ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin, le tennis canadien. Ils ont vraiment besoin d'avoir comme ça, Vireux de Proulx, un Félix Auger-Aliassime.
un Denis Shapovalov pour continuer à développer ce tennis, cette académie canadienne qui est vraiment belle. La Grande-Bretagne qui du coup termine égalité avec le Canada mais qui perd au face-à-face. C'est dommage parce que la Grande-Bretagne a fait vraiment une très très belle partition. Cameron Norrie qui a malheureusement perdu tous ses matchs, là où Dan Evans lui a remporté tous ses matchs, si je dis pas de bêtises. C'est dommage, mais bon, Norrie c'est compliqué parce que la saison, après ce qu'il a fait la saison dernière, il faut continuer, il faut repartir sur une nouvelle base. C'est pas facile évidemment. C'est pour ça que je pense que Norrie va baisser quand même au classement. Les demi-finales du coup, point commun entre ces équipes, entre ces pays, c'est qu'ils sont tous en rouge, ils jouent tous en rouge. Point commun absolument dingue. D'ailleurs, petit parallèle, je trouve ça dommage que les pays n'aient pas, alors c'est un petit détail, mais n'aient pas une tenue, on va dire un petit peu domicile, une tenue extérieure. C'est-à-dire deux tenues parce que j'ai vu notamment Espagne contre Serbie, les deux jouent en rouge, enfin c'était un petit peu ridicule. Alors c'est un petit détail, mais je sais pas, l'Espagne pourrait jouer en jaune aussi par exemple, la Russie pourrait jouer aussi en bleu ou en blanc, le Canada en blanc aussi pourrait jouer, la Pologne en blanc, mais après tout le monde peut jouer en blanc, donc c'est problématique aussi. Donc voilà, demi-finale Russie contre Canada, ça va être une très très belle demi-finale, un Félix Auger-Aliassime Medvedev que j'attends vraiment, et puis un Urkash contre Bautista Agut, Pologne face à l'Espagne, qui va être aussi très sympa, hein. C'est pas les joueurs les plus sexy du monde à voir, Urkash et Bautista Agut, mais ça va être une bataille tactique très très intéressante. Voilà du coup pour les débriefs de la TP Cup. Maintenant on va passer au sujet extra sportif. Malheureusement c'est le sujet principal, mais c'est le sujet qui n'a rien à voir on va dire avec le jeu pur de tennis. C'est le scénario rocambolesque, le grand n'importe quoi pour Novak Djokovic. Alors on va passer étape par étape. Je vais relater juste les faits, je vais pas juger s'il a bien fait de pas se vacciner ou se vacciner. Ça ne dépend que de lui, il le sait très bien, voilà. On va juste relater tout ce qui s'est passé pour Djokovic. L'étape numéro 1, c'est l'annonce où Djokovic souhaite bonne année à tout le monde. Voilà, merci Novak. Et il dit qu'il part du coup pour l'Australie avec une exemption médicale. Donc, ça veut dire qu'il a reçu une exemption médicale de Tennis Australia qui peut lui permettre d'aller en Australie et donc de participer de facto à l'Open d'Australie. Pour avoir cette exemption médicale, il faut avoir soit eu le Covid à partir du 31 juillet 2021, ça on n'a pas une nouvelle dessus sur Djokovic, ou soit pour parler de troubles cardiaques, physiques, enfin, ça paraît totalement improbable pour Novak Djokovic. Surtout que Djokovic, on sait que physiquement, c'est quand même le meilleur joueur du monde là-dessus. Hein. Physiquement, le gars, il peut jouer 5 heures, il n'y a pas de problème cardiaque, pas de problème là-dessus. Donc, la thèse la plus probable, c'est qu'il a attrapé le Covid entre le 31 juillet 2021 et aujourd'hui. Donc voilà, donc cette annonce a amené un chaos partout en Australie, parce que les Australiens, eux, ça fait 2 ans qu'ils sont confinés quasiment. Ils ont eu plus de 250 jours de confinement. Et là, on leur dit que quelqu'un va venir et n'est pas vacciné. Ça les a évidemment énervés, ce qui est plutôt logique. Djokovic, lui, vient quand même en Australie parce qu'il a reçu une exemption médicale, ce qui est aussi logique. On lui donne une exemption médicale, il ne va pas ne pas y aller. Jusqu'ici, tout est logique. Les journaux australiens derrière se sont empressés en disant no thanks Djokovic, hein, pas merci pour Novak, you must be joking, hein, c'est une blague. Novak, il s'est fait appeler après Novak Djokovic, parce que voilà, en référence Novak, voilà, le petit jeu de mots, bon, pas non plus hyper drôle, mais le petit jeu de mots. Les journaux australiens se sont plaints, du coup les Australiens aussi se sont plaints, on dit oui mais c'est pas normal, nous on a fait 250 jours de confinement, on est obligé de vacciner, et puis lui il n'est pas vacciné, il vient. Ok, très bien. Et puis, étape 2, le Premier ministre australien qui rentre dans la danse. Et alors ça peut paraître rien, mais le fait que le Premier ministre australien, le fait que le chef du gouvernement rentre dans cette danse, ça devient un cadre politique, plus maintenant qu'un cadre sportif et un cadre exemption médicale. Donc, le Premier ministre australien qui dit que Djokovic prendra le prochain avion si jamais il n'a pas des preuves suffisantes que sa dérogation est bonne. Ok, très bien. Bon. Après, s'il a l'exemption médicale, on se dit, c'est bon, il a son exemption médicale, il va pouvoir rentrer quand même dans le pays. Du coup, troisième étape, le mauvais visa, le problème de visa. L'entrée de Novak Djokovic en Australie est retardée pour un problème de visa. Et alors là, coup de tonnerre, Djokovic, on se demande ce qui se passe, et son père qui dit qu'il est totalement bloqué dans une pièce avec 2 policiers, il n'a pas son téléphone portable. Franchement, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. On ne comprend pas ce qui se passe à ce moment-là.
On ne sait pas, Djokovic, on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas trop. On dit à 10h heure locale, on aura une annonce, on aura une décision. Du coup, Djokovic qui est resté pendant très très longtemps, il n'a pas dû dormir la nuit, il a dû vivre un enfer, il faut quand même s'imaginer, il a dû quand même vivre un enfer, Novak Djokovic. Et donc voilà, ils disent qu'ils ne donneront pas de visa, il n'y aura pas d'aide pour Novak Djokovic, ils ont dit, état de Victoria, il a son visa qu'il a là, et il n'en aura pas d'autre. Ça, c'est ce qui a été dit, voilà, c'est ce qui est dit, ce que je mets en bas à droite. Du coup, quatrième étape, la décision. La décision, c'est rupture, le visa de Djokovic est annulé, il est condamné du coup à repartir dans le prochain avion, du coup de rentrer chez lui en Serbie, ce qui est un choc monumental, parce que ça veut dire que le tennis australien lui a donné une exemption médicale qui lui permet d'aller en Australie et de faire l'Open d'Australie, que le gouvernement australien ne permet pas. Ce qui est totalement... Enfin, c'est aberrant. Et surtout, alors ça c'est aussi un débat un peu politique, mais l'Australie a les élections législatives dans pas longtemps. Le chef du gouvernement australien, le Premier ministre, il a très envie évidemment de garder sa place. Il a vu que les gens sont pas du tout contents que Novak Djokovic vienne. Il s'est dit, on va mettre la pression, on va dire Djokovic, on va aller le voir à l'aéroport. S'il n'a pas des papiers suffisants, demi-tour. Et l'État de Victoria, qui est eux plutôt à gauche au ciel politique par rapport à l'échelle de droite, eux avaient donné leur accord pour que son accord pour que Djokovic puisse venir en Australie. Donc déjà, il y a une contradiction entre l'État australien, l'État fédéral, et du coup l'État de Victoria. C'est problématique. Donc du coup, tennis sur la presse australienne, visa Djokovic aurait été annulé. Djokovic allait essayer de faire appel, et justement c'est la 5e décision, l'étape 5, qu'on va attendre jusqu'à lundi. La décision sera donnée lundi. L'appel et le sursis pour Djokovic. Il obtient un sursis. Il a jusqu'à lundi matin à 10h heure locale, donc 23h heure française, pour dire, voilà, pour ses avocats qui vont jusqu'à samedi aussi pour donner des preuves. Alors il y aurait aussi 3 joueurs qui ont reçu une exemption médicale, mais eux ils auraient donné des preuves suffisantes, donc il n'y aurait pas de problème sur ça. Le gros problème pour Djokovic, déjà physiquement, il va être coincé, cloîtré dans une chambre, dans un hôtel de réfugiés pendant au moins 4-5 jours, donc pas de possibilité d'entraînement, rien du tout. J'espère quand même qu'il a la possibilité de pouvoir voir les membres de son staff quand même, Goran Ivanisevic et puis tout le monde qui est dans son staff. J'espère quand même pour lui qu'il n'est pas totalement enfermé, comme un prisonnier qu'on lui donne à manger comme ça à midi et puis à 20h. J'espère quand même qu'il a un petit peu de possibilité de voir des gens, parce que là, c'est quand même terrible ce qui se passe. Et moi, la question que je me pose, c'est si jamais, pourquoi refuser Djokovic ? Pourquoi ne pas l'avoir refusé avant même qu'il parte, et du coup qu'il n'y ait pas toute cette histoire ? On aurait une autre histoire sur est-ce que Djokovic, le fait qu'il ne soit pas vacciné, est-ce que ça empêche vraiment qu'il ne puisse pas faire l'Open d'Australie ? Ça aurait été un débat très important, mais beaucoup moins là. Là, ça devient de l'ordre politique. La Serbie qui s'en mêle, la Serbie qui évidemment s'en mêle, la Serbie défend Djokovic, évidemment. Ils ont dit on se battra pour Novak Djokovic jusqu'au bout. La Serbie se battra pour Novak Djokovic jusqu'au bout. Son père qui a dit qu'il allait descendre dans la rue pour son fils. C'est sûr que l'histoire est dramatique, parce que dans ce cas-là, autant ne pas lui faire prendre l'avion dès le début. Et puis voilà, il y aurait eu des problèmes évidemment, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes que là. Là, ça pose vraiment problème. Et j'ai envie de dire, tennistiquement, sportivement, j'ai envie que Djokovic fasse l'Open d'Australie, parce que voilà, il incarne quand même ce grand chelem. Nadal incarne Roland Garros, Federer incarne Wimbledon, Djokovic il incarne l'Open d'Australie. Ça, c'est indéniable, personne ne débat là-dessus, c'est évidemment la vérité. Il a gagné 9 fois l'Open d'Australie, il est en route pour son 10e, s'il y va dans un contexte normal, il serait archi favori, en tout cas il serait dans les favoris avec Zverev et Medvedev. Là, on ne sait pas trop, franchement, je ne sais pas comment il va, le pauvre, il doit être dans une situation terrible. Honnêtement, on n'a pas de nouvelles, on va attendre lundi. C'est tout ce que je peux dire, voilà, comme j'ai dit, je ne jugerai pas sur tout ce qui se passe, qu'il a fait, voilà, comme Nadal a dit, ouais, il avait qu'à se vacciner et tout. C'est pas faux, mais après, s'il n'a pas envie de se faire vacciner, c'est entre guillemets, c'est son droit, il fait ce qu'il veut. Après, le truc, c'est que l'Australie aussi a eu quand même des contradictions. Dès le début, ils avaient dit les non-vaccinés, ils n'iront pas à l'Open d'Australie, ce qui était au moins très clair. Après, ils ont dit
Il y a les exemptions médicales, donc du coup ils pourront quand même venir si une exemption médicale. Et là du coup ça crée un petit bordel. Du coup, les conséquences de cette histoire, j'espère que j'étais le plus objectif possible. Voilà, vous me dites dans les commentaires, j'espère vraiment que j'ai été objectif, que j'ai tout relaté, tous les faits, que j'ai pas été d'un côté ou de l'autre. Je dis juste que c'est quand même terrible tout ce qui se passe, c'est une très mauvaise pub pour le tennis. Alors là, c'est peut-être le moment de faire une série Netflix ou Amazon sur le tennis, parce qu'on aurait un premier épisode de dingue. Pas sur le plan tennis, mais sur le plan extrasportif, malheureusement, ce que j'ai envie de dire. J'aurais aimé qu'on parle de Djokovic sportivement, j'aurais aimé qu'on parle de Medvedev, Djokovic, Zverev sportivement, mais voilà, non, pas du tout, on peut pas du coup. Donc, conséquence, Medvedev, tête de série numéro 1, et ça, c'est point d'interrogation, si jamais il n'y va pas de Djokovic, parce que ça aurait un impact, ça ferait que Zverev, lui, serait numéro 2, et donc Zverev n'aurait pas potentiellement un Novak Djokovic ou un Daniil Medvedev en demi-finale, ce qui change évidemment beaucoup de choses. Medvedev ou Zverev numéro 1 mondial à la fin du tournoi, pardon. On va commencer. Du coup, les conséquences de cette histoire. Du coup, on aurait Medvedev tête de série numéro 1, et oui, si Djokovic n'y va pas, Medvedev serait numéro 1, Zverev numéro 2, et du coup, on aurait un Zverev qui éviterait potentiellement en demi-finale soit Djokovic, soit Medvedev, ça aurait été logique, on est en tête de série 3, il serait tombé quoi qu'il arrive, soit Djokovic ou Medvedev potentiellement en demi-finale, Medvedev ou Zverev en demi-finale à la fin du tournoi. Et alors ça, en numéro 1 mondial à la fin du tournoi. Et alors ça, ce serait quelque chose de dingue. Ce Djokovic, s'il n'y va pas, perd d'office ses 2000 points. Medvedev peut rapporter 800 points de plus, du coup, par rapport à... Puisqu'il a fait de finale l'année dernière, donc 1200 en 2000, donc il peut rapporter 800 points de plus par rapport à là où il est, ce qui ferait qu'il dépasserait Djokovic, puisqu'il y aurait un différentiel de 2800 points. Et Zverev aussi, évidemment, il peut aussi prendre la place mondiale s'il remporte le tournoi. Donc quoi qu'il arrive, si Djokovic n'y va pas, si Medvedev ou Zverev remporte le tournoi, ce joueur-là sera numéro 1 mondial. Et ce serait quelque chose d'absolument dingue. Il y a un contexte sportif aussi qui va être terrible, parce qu'on va en parler pendant tout l'Open d'Australie. Si Djokovic n'y va pas, on va dire ouais, il y aura aussi une dévalorisation de ce tournoi, parce qu'il n'y a pas de Djokovic, il n'y a pas le maître des lieux. Il y a ce débat continuel, on va pas parler beaucoup de tennis, je pense, mais surtout d'extra sportif, ce qui va être vraiment problématique, parce que moi j'ai envie de parler de tennis, comme j'ai dit, j'ai envie de parler de Djokovic, mais tennistiquement, pas sur l'extra sportif, pas tous ces problèmes-là, ça c'est pour les autres personnes. Nadal, un 21e possible, alors honnêtement, je vais vous le dire très clairement, avec Djokovic qui est présent, je n'y croyais absolument pas, et ben je n'y crois toujours absolument pas pour Nadal, même s'il a fait un retour là contre Berankis. C'était pas mal pour un retour. On sait que Nadal a besoin de jouer, donc de reprendre du rythme. Mais bon, Medvedev et Zverev pour moi, minimum, ces deux-là sont au-dessus. Voilà, Nadal, bon, déjà s'il va en quart de finale, je trouve c'est déjà très bien. Et puis les répercussions politiques, évidemment, la Serbie qui s'en mêle, l'Australie, il y a cette contradiction, comme on a dit, entre Tennis Australia et le Premier ministre australien. Il y a cette pression qui a été mise, on peut le dire, c'est vraiment cette pression, parce que le Premier ministre australien a dit qu'il n'y aura pas de passe-droit pour Djokovic, et à ce moment-là, ils ont été totalement stricts sur Djokovic. Donc évidemment, il y a des répercussions politiques. On verra comment ça va avancer. J'espère que ça va avancer, on va dire, tranquillement, enfin dans le bon sens du terme. J'espère tennistiquement au niveau sportif que Djokovic participe à l'Open d'Australie. Après, s'il n'y participe pas, j'aurais aimé quand même que dès le début on lui dise tu prends pas l'avion, tu peux pas y participer. Parce que là, je trouve, c'est un petit peu un manque de respect de le faire venir pour le faire repartir. Je trouve que c'est quand même un petit peu limite. J'aurais aimé que dès le début on lui dise bah voilà, non, tu peux pas participer à l'Open d'Australie. Ça aurait été, je trouve, mieux sportivement, mieux aussi humainement, parce qu'humainement ça va être terrible pour lui mentalement. Alors heureusement que Djokovic mentalement, on sait que c'est un monstre, mais là ça va quand même être terrible pour lui. Surtout qu'il c'est quand même quelqu'un d'assez sensible, Djokovic, on le sait. Voilà, donc on va se retrouver très vite. On se retrouve dimanche pour le débrief de la finale de la ATP Cup, enfin pour la fin de la ATP Cup. On se retrouvera mercredi pour mes meilleurs moments, mon top 5 des meilleurs moments de l'Open Australie. Sportivement, évidemment, je parle évidemment de sportif. On se retrouvera vendredi ou samedi, je dirais plus samedi, pour le débrief du tableau. Le débrief du tableau, du coup, est-ce que... Voilà, le tableau, qu'est-ce qui va se passer? On espère qu'on aura des beaux matchs dès les premiers tours. Mercredi, si jamais on a des nouvelles pour Djokovic, lundi, du coup, je donnerai aussi mercredi, voilà. En espérant que les nouvelles arrivent vite. Je vous dis salut à tous
Portez-vous bien.